Laissez-moi d'abord vous donner des nouvelles très importantes. Vous les connaissez déjà, j'en suis sûr. Je vous communique cette information. Comme vous le savez, la ville de Kisangani est tombée entre nos mains à 14h45 aujourd'hui. La ville de Kisangani est tombée entre nos mains. Je le répète. Pour la première fois, la donne change en Afrique. L'ordre établi par les anciennes puissances coloniales est remis en cause par les Africains eux-mêmes. Dans les rues de Kisangani, les rebelles sont devenus libérateurs. Mais derrière la FDL, c'est Kabila que la foule acclame. Kabila, l'homme de paille, Kabila l'éternel maquisard, tient désormais entre ses mains le sort du plus vieux dictateur africain. Pour les Nations Unies, il devient urgent de faire asseoir Mobutu et Kabila autour d'une même table. Une fois encore, la mission est confiée à l'ambassadeur Sarnoun. Makara a reçu un message. Il m'a dit, bon, Sarnoun vient d'arriver. J'ai soufflé au président, j'ai dit, monsieur Sarnoun vient d'arriver. Il a dit, bon, oui. Il dit, bon, allez le chercher. Nous étions près du stade. Il voulait voir Kabila. Je lui ai dit que nous pouvions entrer dans le stade, qu'il était plein de monde, qu'il pourrait saluer les gens, et que Kabila lui-même était là et qu'il pouvait aussi le voir. Et à ma grande surprise, il a accepté. Et nous sommes entrés dans le stade. J'avais déjà parlé à Kabila le matin pour lui proposer de demander à la foule ce qu'elle pensait de l'avancée sur Kinshasa. Et nous savions parfaitement que la foule voudrait que nous continuions jusqu'à la capitale. Alors, quand l'ambassadeur Sarnoun a accepté d'entrer dans le stade, nous avons sauté sur l'occasion et laissé à la foule le soin de décider. Pourriez-vous dire qu'est-ce qui vous tracasse avec la présence de l'ambassadeur Sarnoun? Pourquoi vous vous excitez? Qu'ils ne veulent pas du cessez-le-feu. Mais... Coulez. Qui veulent qu'on avance? C'était une foule qui exprimait un sentiment. Il fallait le prendre comme tel. J'ai expliqué d'ailleurs, j'ai parlé à la foule, j'ai dit quelques mots. Et ils ont très bien compris que, en fait, la foule criait sur le coup de l'émotion. Mais cela ne peut pas dire que la foule voulait la guerre. Lui, il était des vailles, il est de petite taille. Et derrière lui, quand Kabila posait la question, ce qui était derrière ça, nous disait à la population de dire non. Alors, c'est comme ça qu'il était. Il était un peu, je ne dis pas humilié, mais il était malheureux ce jour-là. Monsieur l'ambassadeur, je vous salue, monsieur l'ambassadeur, je vous salue. N'importe quel changement les aurait rendus heureux. Pas Kabila en particulier. Tout ce qui pouvait faire bouger les choses était bon à prendre. Alors il chantait « Vive la libération, vive la libération ». Mais moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi.
L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour, on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. Mais pour l'instant, l'horizon est encore sans nuages. Avec la prise de Kisangani, Kabila devient brusquement le centre de tous les intérêts. Politique, bien sûr, mais surtout économique. Les multinationales sont prêtes à tout pour obtenir la moindre concession minière. Les mieux placées sont américaines. Kabila peut désormais compter sur 2 armes en plus pour conquérir Kinshasa, la reconnaissance et l'argent. Dans la capitale, la tension est palpable. La ville est vide et la rumeur donne déjà Kabila vainqueur. Les Américains l'ont bien compris. Bill Richardson, l'envoyé spécial de Bill Clinton pour la région des Grands Lacs, est chargé de faire passer le message au maréchal Mobutu. Vous m'imaginez, moi, un ambassadeur américain allant voir Mobutu, le président d'un pays, pour lui dire qu'il était important qu'il quitte le pouvoir? C'était difficile. Mais j'ai été ferme et clair. En fait, je voulais lui montrer mon respect. Il était au pouvoir depuis des années, il avait été l'ami des Américains. Il a vraiment cité toutes les grandes étapes de toutes les grandes choses que Mobutu a fait dans sa carrière en faveur des États-Unis. Ce qui présageait déjà de la sensibilité du message. Nous lui avons dit des choses très dures. Par exemple, que son armée allait perdre, qu'elle était incapable de défendre Kinshasa, qu'il se pouvait même, s'il refusait de se retirer pacifiquement, que son corps soit traîné dans les rues de Kinshasa. Là, Mobutu a sursauté pour dire, mais comment? Donc, si je comprends, vous m'amenez le message de Kabila, parce que c'est ça la position de Kabila. Je le revois encore triturer sa canne, ajuster sa toque. On était très près l'un de l'autre. Vous savez, c'était vraiment une mission difficile. J'avais peur que les membres de sa famille lui conseillent de s'accrocher au pouvoir. De temps en temps, il demandait une pause, le temps de consulter les siens sur ce qu'il devait faire. Je lui ai dit, ici, ils ne viennent pas demander votre avis. Ils vous apportent là ce message. Il n'est même pas diplomatique, il est cru. On vous met devant un ultimatum. Vous acceptez, voici les conditions. On vous fait sortir avec votre famille, avec la sécurité de vos biens et tout. Et on protège vos biens à l'extérieur. Il savait qu'il lui fallait rencontrer Kabila tôt ou tard. Il le savait. Il avait compris que c'était la fin, qu'il ne pouvait plus s'opposer à une rencontre avec Kabila. Je suis heureux d'annoncer que le président Mobutu et M. Kabila ont accepté de se rencontrer. C'est une occasion historique qui pourrait permettre une transition pacifique au Zaïre. L'Afrique du Sud se porte volontaire pour organiser la rencontre historique. Parmi les problèmes à régler, celui du lieu où se dérouleront les pourparlers. Nelson Mandela propose l'Uteneka, un navire de guerre sud-africain. C'est le président lui-même qui servira de médiateur pour ces négociations de la dernière chance. Les menaces à peine voilées de Bill Richardson laissent peu de marge de manœuvre à Mobutu. Le vieux dictateur accepte contraint de s'asseoir à la même table que Kabila, l'homme qui règne désormais sur plus de la moitié du Zaïre. Il avait peur, il est parti avec toute sa famille. Et puis certains maîtres et certains gardes de corps avaient fui le bateau en dernière minute parce que tout le monde avait le traumatisme que les Américains avec les Sud-Africains allaient le prendre en otage dans le bateau et l'amener en exil. Le président me regardait,
J'avais appris en 4 années à décoder son regard. Une grande souffrance, une grande détresse, une grande solitude. Et aussi, quelque part, la volonté d'en finir. D'en finir, voilà. Et quand ce soir-là, Kabila n'est pas venu, un hélicoptère faisait aller et venait, on montait, on descendait, on montait, on descendait. Juste en ce moment où la tension commençait à monter, ouf, on entend l'hélico, et puis toute la tension est tournée vers l'hélico. L'hélico atterrit, et puis tout le monde attend la sortie de Kabila, et on voit la silhouette de Thabo Mbeki sortir, plus rien. Kabila ne voulait pas venir. Quel intérêt avait-il à négocier? Il avait les troupes, les armes et l'argent. Le président Mandela n'était pas du tout content de notre comportement. Il trouvait Kabila très arrogant. C'était pour moi la première fois de voir comment Mandela est en colère. Il était dans tous ses états. Je croyais que c'était un homme doux et qui ne se fâchait pas, mais ce jour-là, j'ai eu le privilège de voir comment il était hors de lui. Il avait des propos extrêmement durs vis-à-vis de Kabila pour le coup, parce qu'il considérait ça vraiment que c'était une injure face à lui, parce que c'est une gifle qu'il avait ramassée là sur la face du monde. C'est ce bateau français, le Jean Moulin, amarré tout près de l'Outénéka, qui inquiète Kabila. Sa visite était prévue, mais le leader des rebelles est persuadé que les Français veulent lui tendre un piège et tenter une dernière fois de sauver Mobutu. Kabila m'a dit qu'il avait des informations précises sur le bateau français. D'après lui, il était là pour tirer sur notre avion et nous tuer tous. Il a donc catégoriquement refusé de venir. Je lui ai alors proposé de partir tout seul, dans un premier hélicoptère, pour servir de leurre, pour que je serve de cible, si jamais ils avaient vraiment envie de tirer. D'abord, il a refusé. Puis on s'est mis d'accord. Il a accepté. Nous étions tristes. Nous avons commencé à pleurer parce que j'étais persuadé de mourir. Puis je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, si je meurs, continue. Moi, j'étais en train de préparer le texte à donner à Mobutu qui devrait signer son départ. Parce que notre objectif, nous, c'était d'aller dire à Mobutu de partir et de signer son départ, là, sur le bateau. Je savais que si la rencontre de l'Outénéka échouait, nous n'arriverions ni à rejoindre Kinshasa, ni à renverser Mobutu. Cette rencontre était tellement importante pour la communauté internationale que si nous la décevions, j'étais persuadé que même si nous réussissions à prendre Kinshasa, nous aurions des problèmes. Il fallait attendre, effectivement, qu'on nous dise, que nos émissaires nous disent c'est sécurisé et que toutes les conditions que nous avons demandées sont réunies pour que nous puissions aller. À bord de l'Outénéka, la tension est extrême. Karaha a pour mission de tout vérifier. Le plus petit accroc au protocole prévu et Kabila boycotte la rencontre. J'ai appelé Kabila et je lui ai dit qu'il pouvait venir. Et ça a été, je crois, l'un des plus importants coups de téléphone de ma vie. Parce qu'il a rendu possible la rencontre de l'Outénéka. Il faut voir quel soulagement ils avaient. Ils ont couru pour aller préparer les hélicoptères et tout. Et c'est comme ça, très tard dans la nuit, nous avons quitté, escortés par l'armée sud-africaine équipée jusqu'aux dents. Et c'est comme ça que nous allons arriver à Outénéka très tard dans la nuit. Avant de rejoindre l'Outénéka, Kabila impose une dernière condition.
Aucun représentant occidental ne doit être présent à bord. Les affaires africaines doivent se régler entre Africains. Seul Mohamed Sarnoun, l'ambassadeur des Nations Unies, est toléré. Nous ne voulons pas avoir d'autres nationalités sur le bateau, si ce n'est que les Congolais, les Sud-Africains. C'est tout. En dehors de ça, nous ne voulons pas voir une autre nation. Et Richardson a insisté, beaucoup insisté. On a dit niet. Ils ont tous été invités à quitter le bateau. Donc il n'y a eu sur le bateau, en fin de compte, uniquement les protagonistes et les médiateurs. Il n'y avait pas les Américains, il n'y avait pas les Français, il n'y avait pas d'autres puissances. Bill Richardson et la délégation américaine quittent le bateau. L'ambassadeur de France est relégué au bar, tout un symbole. Après 24 heures de préparation, les négociations peuvent commencer. On est venu me signaler vite, votre président, je me rappelle, c'était un Angolais qui est venu me dire, notre président est descendu. Alors nous courions pour aller les rejoindre dans les escaliers. En passant devant l'ascenseur pour sortir, l'ascenseur s'est ouvert, c'est Mobutu qui était assis. Il était dans l'ascenseur assis sur une chaise là. Et je me suis arrêté parce que bon, il fallait laisser le malade passer. Là, j'ai réalisé qu'il était fini. Qu'il était fini. Mais je me rappelle aussi, j'ai senti que j'avais vraiment de la haine contre lui. Je me disais, ça, c'était le diable. C'était le diable. C'est, disons, le président Mandela qui a joué sur ce plan un rôle très important, qui a parlé d'une manière personnelle, d'une manière tout à fait franche, ouverte, avec les deux responsables. Il était très direct. Et il a fait appel au sentiment de M. Kabila par rapport à la maladie de M. Mobutu. Et en même temps, il a fait aussi vraiment fait comprendre à M. Mobutu qu'il fallait savoir sortir de l'histoire quand il faut sortir de l'histoire. Après un long et franc échange de vues, il a été convenu que chacune des parties étudierait les propositions de l'autre et ferait connaître ses conclusions au président Mandela. La rencontre est un échec. Aucun n'est signé. Mobutu refuse de renoncer au pouvoir. Kabila, lui, refuse de renoncer à Kinshasa. L'espoir américain d'une transition en douceur est compromis. Les troupes de l'Alliance ne sont plus qu'à 150 km de la capitale zaïroise. En 6 mois, les rebelles ont conquis plus de la moitié du pays et peuvent désormais compter sur le soutien de la population et d'autres pays voisins comme l'Angola par exemple. Mais la prise de Kinshasa s'annonce plus difficile. La DSP, la garde personnelle de Mobutu, est décidée à vendre chèrement sa peau. Une fois encore, le sort de Kinshasa est entre les mains du général Maélé. Mais celui que Mobutu a hésité à nommer chef d'état-major sait que militairement, la bataille de Kinshasa est perdue d'avance. Nous cherchions une solution pour éviter que la guerre n'embrasse Kinshasa. Maélé était tout à fait conscient qu'il ne pourrait pas militairement défendre la ville. C'était un patriote et il ne voyait aucune raison valable de s'engager dans cette bataille.